Nous allons donc passer maintenant la partie voilà, plus ouverte où nous avons la joie voilà, d'accueillir de nombreux invités. Nous reprendrons ce temps voilà, de questions aussi sur ce propre débat à la fin de leur présentation. Donc, je vais les laisser se présenter, mais nous avons voilà, l'honneur et la joie voilà, d'accueillir Tadek Graal, Pauline Girard et Jimmy Caden, qui sont des représentants des étudiants d'AgroParisTech. Pascal Vinet et Gilles Tristram, donc de la direction d'AgroParisTech, Thierry Doré et Jeanne Lecomte de l'Université Paris-Saclay, Sylvie Bénard de la Fondation AgroParisTech. Donc, un grand merci à tous et toutes d'avoir accepté l'invitation d'AgroParisTech Alumni et je vais laisser Anne introduire ce débat. Bon, merci à ceux qui nous rejoignent maintenant. Je crois que ce débat sera enregistré alors que l'Assemblée générale ne l'était pas. J'espère que tout le monde sera d'accord avec ça et que nous pourrons peut-être diffuser ce débat. Ça sera sûrement très intéressant. On a déjà eu des demandes. Je vais sans doute me répéter, mais nous avons des personnes qui viennent de se connecter. Donc, ce débat va donner l'occasion de montrer sur un exemple comment nous faisons vivre nos partenariats historiques et quotidiens presque avec la Fondation AgroParisTech, l'école, les étudiants. Et demain, nécessairement, et déjà dès aujourd'hui, l'Université Paris-Saclay. Je remercie ces représentants qui ont accepté de se joindre à ce débat alors qu'on les a contactés très tard. Ça prouve bien à quel point on fait déjà partie finalement de ce monde ensemble. Alors, pourquoi le thème de ce débat? Là aussi, je vais sans doute me répéter. Je crois que maintenant, il est clair que 2020 a marqué un basculement. Désormais, tous les acteurs de la société, économiques, associatifs, individuels, sont en train de s'emparer de l'urgence de changer, de transformer profondément beaucoup de nos modèles face à l'urgence climatique, face à la dégradation de la biodiversité dont les liens avec la crise du Covid sont très clairs. Philippe Mauguin pourra vous en dire. Il a déjà lancé à l'INRAE des programmes extrêmement ambitieux sur ce sujet bien avant 2020. Bravo. Désormais, la transition écologique, c'est tout le monde, même les enjeux de résilience alimentaire, agroalimentaire, c'est tout le monde. Tant mieux, nous sommes ravis que enfin la société et l'économie s'emparent de ces sujets. Comment allons-nous y garder notre place? À la fois rester très près du secteur agricole, mais en même temps, je pense que pendant longtemps, on nous a dit, bon, ben finalement, vous êtes dans votre petit champ, là, hein, voilà, nous sommes les grands ingénieurs, c'est nous qui nous occupons des sujets sérieux. Il ne faudrait pas que maintenant on nous dise, oui, mais bon, maintenant, c'est nous qui nous occupons de ce sujet sérieux. Alors, n'oublions pas que nous sommes aussi des ingénieurs du vivant, comme l'a dit Julien de Normandie en introduction, le vivant, c'est un système. Le vivant, c'est le seul système qui peut recapter le carbone que nous avons largué depuis le début de la révolution industrielle. Quelle place donc, quelle transition nous les agros allons-nous devoir faire dans nos vies professionnelles, dans nos formations, dans notre recherche au service de la transition écologique, agricole et alimentaire globale. Et ce sujet est complètement isomorphe, similaire à la question de quelle place allons-nous occuper, comment allons-nous alimenter l'Université Paris-Saclay, qu'est-ce que nous allons en recevoir et éventuellement, même si ce n'est pas le sujet de ce débat-là, n'oublions pas que Grignon sera certainement un atout pour permettre de garder ce lien de travail collectif autour d'un endroit vivant. Je laisse la parole aux intervenants et je vous remercie de votre attention. Du coup, c'est aux étudiants. Alors, bonjour à tous. Je m'attarderai surtout sur le terme de transition et je vais tenter de donner une idée de la façon dont notre génération d'étudiants va essayer d'y répondre. Donc, il me semble tout d'abord qu'une transition se détache des conventions qui sont devenues passées et des mesures qui pendant longtemps ont été prises en matière d'écologie, d'agriculture et a fortiori d'alimentation. Elles se révèlent aujourd'hui pour certaines inappropriées et il faut donc le reconnaître. Et même si certains modèles ont fait preuve en leur temps, on doit reconnaître qu'ils doivent évoluer et laisser place à de nouveaux.
Une transition, c'est également un changement d'état, de forme et de contenu. Aujourd'hui, on se situe dans une zone d'incertitude, des fois où les acquis d'avant sont questionnés et les réussites de demain peuvent rester encore floues. Et je pense qu'il est parfois nécessaire d'accepter de passer par une phase un petit peu chaotique pour opérer des changements structuraux et fondamentaux nécessaires. Et les ambitions qu'on porte sur les pratiques agricoles de demain, elles ne doivent pas nous faire en revanche oublier les écueils dans lesquels nous étions encore hier. Et c'est pourquoi je pense qu'une transition, c'est aussi et avant tout un travail intergénérationnel. L'enjeu, c'est de construire ensemble des modèles qui sont conciliants et adaptés à nos problématiques contemporaines. Et j'en profite à cette occasion pour remercier Madame la Présidente, grâce à qui j'ai pu prendre conscience de tout ce cheminement qui a donné de l'agro que je connais aujourd'hui. Et c'est par les échanges que l'on a eus ensemble, nos confrontations d'idées et parfois nos ambivalences, que j'ai pu saisir l'essence et les enjeux que notre rôle d'ingénieur agronome suscite pour demain. Enfin, je pense que la transition, c'est surtout et nécessairement porter sur l'avenir et le travail que les nouvelles générations auxquelles nous appartenons et que nous amorçons, il est de taille et il ne se fera pas sans difficulté. Il est nécessaire, et on l'a rappelé tout au long de cette AG, de se rassembler pour opérer ce changement. Et l'Université Paris-Saclay, à ce titre, c'est une opportunité pour tous et pour nous, ingénieurs agronomes, de saisir cet enjeu et de les connecter à l'ensemble de l'enseignement scientifique et fourni par l'université. Bonjour à tous. Quant à moi, je vais poursuivre la réflexion de Tadej et m'intéresser à la question de l'engagement des étudiantes et étudiants dès aujourd'hui vis-à-vis de cette transition. Donc, conscients de sa difficulté et de son ampleur, ainsi que de l'urgence, nous faisons de cette transition une priorité. Nous ne la limitons certainement pas à des paroles, des pensées, une morale et un espoir. Elle est une série d'actions et d'engagements que nous réalisons chacun et chacune au quotidien et sur notre avenir. Cela se manifeste par des initiatives étudiantes, des actions militantes, un changement de notre mode de vie et d'alimentation, et enfin par des choix scolaires et professionnels. Pour revenir sur le sujet de Saclay, nous sommes nombreux et nombreux à penser qu'un regroupement des promotions peut favoriser les échanges et la rencontre d'une grande diversité des réflexions, alimentées d'une part par l'expérience et d'autre part par la nouveauté. Et c'est aussi l'occasion de réunir une diversité de futurs ingénieurs avec différents champs de compétences vers un même objectif, d'apprendre les uns des autres de nouvelles façons de penser et surtout de réaliser cette transition. C'est peut-être aussi l'opportunité d'accroître la prise en compte de la transition dans la vie de campus et au sein de nos formations. En revanche, certains doutes peuvent subsister parmi la communauté étudiante. En effet, l'Université Paris-Saclay doit encore faire ses preuves dans cette transition face à la bétonisation d'espaces naturels et de terres agricoles que sa construction a entraîné. De la même façon, former des agros sur un campus qui paraît à prime abord déconnecté du terrain, c'est peut-être se risquer à créer des ingénieurs moins sensibles aux valeurs de la transition. Donc, quant à moi, j'aimerais vous parler maintenant d'une question qu'on s'est posée. Donc, comment les étudiants voient l'ingénieur agro dans 10 ans? Donc, bien entendu, l'ingénieur agro dans 10 ans possédera des solides compétences, mais c'est déjà le cas aujourd'hui. Les étudiantes et les étudiants voient l'ingénieur agro de demain engagé et sensible à la transition, s'investissant dans son métier et dans son quotidien. Mais l'aspect qui nous semble aujourd'hui un des aspects les plus importants à consolider est l'aspect humain. Je vais utiliser le présent car pour nous, ces qualités doivent se trouver chez l'ingénieur agro aujourd'hui. Donc, tout d'abord, celui-ci est courageux et prêt à relever de nombreux défis. L'ingénieur agro est à l'écoute. Il est non seulement à l'écoute de ce qu'il se passe dans le monde, mais aussi des personnes avec qui il travaille. L'ingénieur agro est ouvert et doit être apte à travailler de manière égale avec n'importe qui, peu importe ses origines et son identité de genre. Dans les plus récentes générations, on voit que cette égalité commence à s'instaurer, mais ce n'est pas encore un acquis et ça va devenir vraiment très important. Et ça l'est d'ailleurs déjà aujourd'hui. Et bien sûr, il faut préciser que cet ingénieur agro a les pieds sur terre et il ne vit pas dans un monde idéal détaché de la réalité comme on pourrait l'imaginer et le lui reprocher. L'ingénieur agro de demain, c'est celui qui aura la force et le courage de regarder avec lucidité la réalité de notre monde. C'est celui qui aura la force et le courage de donner tout ce qu'il a pour changer un petit morceau de ce monde. L'ingénieur agro est conscient qu'il ne sauvera pas à lui seul la planète, mais il cherchera à porter sa pierre à l'édifice.
Et c'est uniquement si chacun arrive à faire ce bout de chemin que les choses vont pouvoir évoluer. Merci beaucoup. Merci beaucoup Tadek, Jimmy et Pauline, peut-être les alumni de demain. Donc, merci à vous. On va continuer donc les prises de parole en laissant la parole à Pascal et Gilles pour les représentants de la direction de l'école AgroParisTech autour de quel est votre point de vue sur la place d'AgroParisTech dans cette transition, quel impact sur les formations initiales, continues. Donc, je ne sais pas, Pascal ou Gilles qui veut commencer. Je veux bien dire un petit mot avant Gilles. Tout d'abord préciser que je ne suis pas dans la direction d'AgroParisTech, puisque c'est Gilles qui est le directeur général. Je suis le nouveau président du conseil d'administration. J'en suis d'ailleurs très honoré. C'est un grand plaisir que de pouvoir participer à cette rencontre ce soir. Et donc, je prends mes fonctions dans un nouveau conseil d'administration qui va avoir comme charge d'accompagner l'école dans le déplacement, enfin dans cette nouvelle évolution qu'est l'implantation sur Saclay. Mais je tiens à préciser tout de même que AgroParisTech ne se résume pas à Saclay. Vous le savez, c'est quand même une dizaine de centres à l'échelle nationale. C'est aussi des implantations dans beaucoup d'autres sites universitaires. Et donc, AgroParisTech, c'est un établissement lui-même complexe, mais d'une très grande richesse et qui valorise évidemment cette richesse. Alors, les transitions, c'est un sujet évidemment extrêmement important. Moi, je suis tous les jours confronté dans le domaine de l'assurance, puisque je travaille chez Groupama par ailleurs, aux transitions liées au dérèglement climatique, dont d'ailleurs les agriculteurs sont les premières victimes. Et ces questions nous taraudent tous les jours, puisque s'adapter au changement climatique, c'est évidemment un enjeu absolument majeur. Ça nécessite, d'une manière générale, d'approcher des problèmes de plus en plus complexes et multidisciplinaires, avec une dimension sociale qui est souvent très, très forte, avec beaucoup d'acuité, où l'émotionnel prend souvent le pas sur la science et l'expertise. Et moi, je voudrais vraiment insister sur le fait qu'on a besoin dans notre société d'ingénieurs capables de prendre du recul, capables d'avoir des analyses d'experts, scientifiques, qui leur permettent de regarder les choses avec un petit peu moins d'émotion que le regard de Facebook ou Twitter. Et ça, je pense que c'est absolument essentiel parce que, et je l'ai vu en particulier dans la construction de la décision publique, aujourd'hui, construire la décision publique, c'est un exercice extrêmement délicat. Et je suis assez convaincu à titre personnel que la science et l'expertise sont sans doute des leviers essentiels de cette construction dont nous avons besoin. Si nous voulons parvenir à des consensus, nous sommes tout de même obligés de nous appuyer grandement sur des faits et, et notamment sur l'expertise. Donc ça, c'est un point qui est absolument essentiel et c'est d'autant plus essentiel sur des sujets dont la sensibilité est exacerbée, notamment dans le champ de l'agriculture et de l'alimentation. Il ne se passe pas un jour, il ne se passe pas une heure où on ne parle pas d'alimentation ou d'agriculture. Regardez les journaux télévisés, les chaînes d'information, la presse écrite. Vous avez pratiquement tous les jours des articles sur ces sujets. Ça concerne les Français tous les jours. L'agriculture, c'est 3 fois par jour à chaque repas pour les Français. C'est évidemment un sujet absolument central. Et c'est un sujet qui est l'objet de nombreuses polémiques. Donc, cette multidisciplinarité qui aujourd'hui doit être encore peut-être plus prise en compte par les ingénieurs qu'elle ne l'a été par le passé. Et même si, en étant ancien élève d'AgroParisTech, je sais que c'est une école qui est extrêmement attachée à cette dimension, eh bien, il est fort à parier que l'arrivée sur Saclay va offrir de nouvelles opportunités, de travailler avec d'autres partenaires, d'ouvrir le champ des compétences, de les croiser, de les multiplier, et donc d'apporter des réponses sans doute encore plus pertinentes. Donc c'est, à mon avis, c'est un choix très judicieux et une grande opportunité pour l'école. On va s'atteler évidemment à ce que tout cela se passe le mieux possible.
même si, évidemment, les choses sont toujours un peu plus complexes qu'on l'imagine, mais on va y être très attentif. Et les alumni, dans ce cadre, ont évidemment un rôle à jouer. Ils ont un rôle à jouer parce qu'ils sont le miroir professionnel de ce que sont, de ce qu'offre aujourd'hui l'école aux étudiants, et donc il les ouvre vers la réalité de leur métier de demain. Et puis les alumni, c'est aussi un pont entre les écoles, entre les avec l'université, puisque j'en ai parlé avec Anne, mais moi, je souhaite vraiment, comme vous l'avez fait pour l'ENSAE, que vous puissiez aussi entretenir des relations avec les alumni des autres écoles et des universités et de l'université, de manière à ce que des liens professionnels puissent aussi se tisser, au-delà évidemment des liens pédagogiques et de recherche. Voilà, donc ça, ce sera le travail évidemment du CEAC de veiller à la qualité. Et je fais actuellement le tour de l'ensemble des administrateurs pour bien percevoir leurs attentes et leurs demandes, chacun de son point de vue. Mais vous avez un conseil d'administration qui sera très attentif à la qualité de cette école, à maintenir son niveau d'excellence et évidemment à offrir à la nation des ingénieurs en capacité d'accompagner l'agriculture, parce que moi je connais bien le monde agricole, j'y suis depuis plusieurs années, je côtoie les agriculteurs tous les jours. Chez Groupama, nos patrons, ce sont des agriculteurs, ce sont des gens qui travaillent la terre, et je peux vous dire que ce qu'ils attendent des ingénieurs, c'est qu'ils puissent être, que les ingénieurs les comprennent et les accompagnent. Ils sont prêts à entendre beaucoup de choses, ils sont prêts à évoluer, à s'adapter, mais ils ont besoin d'être accompagnés et ils ont besoin d'être compris. Et c'est souvent un peu la difficulté aujourd'hui qu'on a dans le monde agricole, c'est qu'ils ont l'impression d'être incompris ou mal compris, en tout cas notamment d'une partie de la société. Alors peut-être qu'ils ne s'expriment pas suffisamment bien et qu'ils le font de manière maladroite, mais en tout cas, nous sommes des ponts, nous sommes des médiateurs pour que justement les intérêts des uns et des autres puissent au mieux s'adapter dans un monde qui est tout de même très complexe aujourd'hui et qui attend des réponses extrêmement rapides. Voilà les quelques mots que je voulais dire, Anne, pour introduire le débat. Merci Pascal. Oui, je complète par quelques points. D'abord, je voudrais dire que je trouve très rassurant et bien les prises de parole de Jimmy, Tadeg et Pauline, parce que pour une part, il y a des éléments qui sont derrière, des valeurs et des visions qui sont évidemment celles aussi de l'établissement, donc je trouve ça très très rassurant. J'ai noté quelques points. D'abord, 2 points à rappeler qui me paraissent très importants. AgroParisTech, au cœur de sa raison d'être, il y a les sciences du vivant et les sciences des milieux. Et donc, il ne faut pas l'oublier, vous l'avez dit, répété, et toutes les transitions dont on parle en ce moment, elles se traiteront ou elles sont au cœur de ces interactions. Et donc, on est porteur de ça et on doit le rester. Le deuxième point très important, c'est que, comme ça a été dit, il n'y a pas de transition sans interdisciplinarité. Qui dit interdisciplinarité dit aussi qu'on va avoir une pluralité de visions. Et c'est une force, parfois c'est une difficulté, mais c'est une vraie force pour AgroParisTech de porter cette pluralité. Et c'est une revendication. Il n'y a pas de raison de dire qu'il y a un point de vue qui va s'imposer. Il y en a plusieurs, et de la pluralité du débat, de la discussion et de la vision que les enseignants vont apporter aux étudiants, qui sera diverse. Il y aura forcément des choses nouvelles qui vont sortir, et ça me semble quelque chose d'important. Troisième point important, qu'est-ce qu'on apporte à nos partenariats universitaires dans Saclay ? Moi, je pense beaucoup de choses, des compétences, des connaissances, un milieu professionnel dont les alumni sont un élément très important. Mais je voudrais souligner 2 choses que je pense qu'on apporte. Le premier, c'est que on prend des risques et on construit des dispositifs qui explorent des possibilités. Quand on fait une chaire comptabilité environnementale pour voir comment la comptabilité carbone rentre dans la comptabilité des entreprises, on prend un risque, on essaye de démontrer et on le fait sur la durée. Et je pense que ça, c'est un des éléments qu'on doit amener au système universitaire. C'est nos approches.
Et je vais le dire tout à l'heure, évidemment, il nous amène des éléments. Le deuxième point, qui est un point vraiment très important, c'est qu'on a fait le plan stratégique des départements. On a eu une réunion il y a un mois, et une vision projetée des départements d'AgroParisTech à 5 ans. Il y a 5 ans, ils nous ont dit les disciplines, c'est important. Là, ils nous disent les enjeux et les transitions sont importants. Et c'est comme ça qu'on va raisonner. Donc, je pense que ça aussi, c'est une évolution dans la communauté qui vient rentrer en interaction avec nos collègues universitaires. Et donc, si on regarde ce que Saclay nous apporte aussi, déjà, on a monté des formations ensemble avec les collègues universitaires qu'AgroParisTech n'est pas capable de monter tout seul. Il y a un master de biologie, écologie, évolution, qui est un très beau master. AgroParisTech n'est pas capable, mais si on est présent, de porter seul la réalisation de ce master. Et on va étudier début du mois de juin, est-ce que de tout ça, on peut faire un diplôme d'ingénieur écologue? Eh ben, je serais très fier si AgroParisTech arrivait à dire qu'on va être contributeur et former aussi un ingénieur écologue. Et on ne le fera pas tout seul, on le fera dans un cadre avec nos partenaires universitaires, et je pense que c'est très important. Et puis, je voulais enlever un fantasme, hein. On garde le lien au terrain. À Palaiseau, il y a des terrains expérimentaux qui sont prévus, et à Palaiseau, il y a aussi une colocalisation avec la recherche qui est une dimension très importante. On regroupe beaucoup d'unités de recherche avec les étudiants, avec la formation, et dans l'idée que l'adossement formation-recherche sera un élément très important. Voilà. Dernier point, je pense très, très clé, et ça boucle avec ce qu'ont dit les étudiants. Moi, je vois depuis plusieurs années que faire et s'engager, c'est une valeur importante des étudiants aujourd'hui. Et donc, nous, on voit bien aussi que la pédagogie bouge, la nôtre, celle de l'université, pour favoriser la capacité à faire, la capacité à innover, à inventer et à orienter la pédagogie dans le sens de projets des étudiants. Ça les forme. Après, à nous d'être critiques, à eux d'être aussi ouverts, mais c'est un élément très important. Et ça, c'est vrai aussi dans le système universitaire, avec d'autres modes pédagogiques, d'autres organisations que celles d'une école d'ingénieurs, et cette confrontation est intéressante. Et dans tout ça, AgroParisTech, école d'ingénieurs, ne disparaît pas. Il faut que je le dise quand même, on reste une école, on reste une formation d'ingénieurs, et ça me paraît essentiel, évidemment tourné vers ces transitions. Voilà, merci. Merci beaucoup, Gilles. Merci, Pascal. On va continuer les prises de parole. N'hésitez pas, s'il vous plaît, à poser les questions dans la partie Q&A. Elles seront reprises à la suite de nos intervenants. Alors, la parole maintenant est au représentant de justement l'Université Paris-Saclay, donc Thierry Doré et Jeanne Lecomte. Est-ce que Thierry, vous êtes là? Est-ce que vous voulez bien prendre la parole? Je suis là. Bonjour à toutes et à tous. Bonsoir. Merci de m'avoir invité à parler. Je suis donc Thierry Doré, professeur à AgroParisTech et actuellement vice-président recherche et valorisation de l'Université Paris-Saclay. Donc, dans le débat, qu'est-ce que je peux dire de plus que ce qui a déjà été évoqué? Je vais prendre le contrepoint de ce que Gilles a dit. Il a dit ce que l'université pouvait attendre d'AgroParisTech. Moi, je dis plutôt je prolonge par qu'est-ce que l'université apportera à AgroParisTech dans la suite de ce qu'il a évoqué. Je pense que ce que l'université apporte à AgroParisTech, c'est plusieurs choses. C'est un territoire, c'est un environnement scientifique et c'est un environnement universitaire. Le territoire, il ne faut pas le négliger. Une des devises de l'Université Paris-Saclay, c'est avoir les pieds dans le territoire et la tête dans les étoiles. C'est un territoire qui a ses spécificités en termes d'utilisation du territoire, où l'agriculture côtoie d'autres formes d'utilisation du territoire et où on est en attente des compétences des étudiants d'AgroParisTech, pas seulement des enseignants-chercheurs d'AgroParisTech, mais aussi des étudiants. Il y a un certain nombre de projets qui sont menés par des associations au niveau du territoire, projets qui sont actuellement pris en charge par des étudiants universitaires ou d'autres écoles d'ingénieurs, mais qui évidemment bénéficieront de l'apport des étudiants d'AgroParisTech. C'est un environnement scientifique, et là je renchéris sur ce qu'a dit Gilles, c'est un environnement scientifique qui va permettre non pas d'oublier ce qui fait les caractéristiques des ingénieurs et des étudiants d'AgroParisTech, mais de le renforcer, de lui donner d'autres atouts. Je cite 3 éléments.
les compétences en écologie que Gilles a évoquées et qui sont déjà bien présentes dans AgroParisTech en interaction avec l'université, mais on peut aussi citer toutes les sciences du climat qui sont très très fortes au sein de l'université Paris-Saclay. Si on parle de transition, avoir des compétences climatiques juste de l'autre côté du couloir ou de la 118, c'est quand même extrêmement utile. Et je cite également toutes les compétences en santé. Les transitions alimentaires, les transitions nutritionnelles sont extrêmement importantes. Et avoir dans l'environnement immédiat d'AgroParisTech une faculté de médecine, des compétences en biologie, ça me paraît être un atout considérable pour la formation AgroParisTech. Troisième environnement, l'environnement universitaire. Je pense que AgroParisTech peut bénéficier, les étudiants comme les enseignants-chercheurs, de côtoyer d'autres formes d'enseignement, qu'il s'agisse d'enseignement universitaire, avec des formations de master, mais aussi des formations d'ingénieurs à l'intérieur de l'université, et d'autres écoles d'ingénieurs qui n'ont pas forcément les mêmes types de cursus, les mêmes habitudes que celles que l'on peut avoir, que ceux qu'on peut avoir au niveau d'AgroParisTech. Donc cet environnement universitaire a également une richesse. Pas pour oublier ce qu'est la spécificité d'un ingénieur, pas pour oublier ce qu'est la spécificité d'un ingénieur AgroParisTech, mais pour le faire fructifier, pour s'épanouir dans un triple contexte qui me paraît particulièrement épanouissant. Et je ne prends pas trop de temps pour laisser aussi du temps à Jeanne, qui va compléter mon propos. Bonjour à tous. Alors, j'avais préparé une petite diapo comme on me l'avait proposé. Je vais voir si j'arrive à faire. Voilà. Et voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Voilà. Donc, comme j'espère que vous voyez, ça s'affiche à l'écran. Donc, comme vous me connaissez un peu moins que tout le monde autour de la table, voilà, j'ai mis une petite photo et par rapport à ce que disait Gilles, je suis d'une certaine manière votre collègue universitaire. Depuis 1 an, j'ai été nommée vice-présidente de développement soutenable et je suis professeure d'écologie de l'université Paris-Saclay. Et merci de votre invitation. Alors, ce que je vous propose en quelques minutes, c'est de brosser ce qu'on entend par développement soutenable à l'université Paris-Saclay en 4 parties. L'ancrage, qu'est-ce que le développement soutenable, quelle est la responsabilité de l'université Paris-Saclay, quels sont les 5 grands objectifs stratégiques, et puis vous parlez juste un tout petit peu d'une charte. Mais peut-être avant, pour donner du concret, la pluralité que Gilles évoquait tout à l'heure, qu'est-ce que l'université Paris-Saclay? Je pense que je vais le redire. Thierry a donné quelques exemples, mais c'est quand même 10 composantes universitaires. C'est 5 grandes écoles et instituts, dont l'Agro, Centrale Supélec, l'UNES Paris-Saclay, l'IEGS, l'IHES, 2 universités membres associées qui rejoindront et fusionneront à hauteur de 2025, et 6 ONR associés, CEA, CNRS, INRAE, INRIA, INSERM, ONERA. Je pense qu'il était important de le rappeler. Alors, je vais essayer de passer à la diapositive suivante, si ça marche. Et ça n'a pas l'air de marcher. Si, ça marche. Donc, qu'est-ce que j'entends par développement soutenable? C'est une manière de définir en une phrase, c'est considérer que le développement de nos sociétés et de leurs économies doivent s'appuyer sur le principe des limites planétaires et de la non-substituabilité des ressources issues de la biosphère, tout en garantissant l'équité. C'est une proposition qui reprend un certain nombre d'éléments que j'ai pu entendre dans ce que disaient les étudiants qui ont fort bien parlé au début. Maintenant, la responsabilité dans une grande construction qu'est l'université Paris-Saclay, dans toute sa diversité, c'est d'assurer la transversalité de ces enjeux au sein de l'université, mais aussi, et j'y reviendrai, inspirer au-delà. Et ceci en soutenant la recherche et l'innovation dans le domaine du développement soutenable, et Thierry est aux manœuvres pour faire que ça réussisse fortement, et notamment, un premier élément, ça pourrait être de mettre en visibilité ce qui existe pour le renforcer, et puis aussi créer un réseau, et j'ai nommé ce réseau le réseau Réuni, et donc aller piocher un petit peu partout ce qui se fait dans le domaine pour faire des synergies et faire mieux et faire plus. En formant les citoyens aux enjeux globaux,
citoyens, étudiants, mais aussi dans toute leur diversité. Et on l'a vu, elle est grande à l'université, mais former aussi les personnels, le grand public, les professionnels. Et puis aussi en développant des pratiques vertueuses pour l'environnement et la qualité de la vie. Tout à l'heure, j'ai entendu la question de la bétonisation. Effectivement, c'est quelque chose qu'il faut appréhender et considérer, et notamment réduire l'empreinte écologique dans toutes les activités de l'université, et aussi proposer l'expertise, quand je parle de l'au-delà, proposer l'expertise de l'université aux organismes qui seraient demandeurs de solutions pour réussir la transition socio-écologique. Alors, les 5 grands objectifs, ils sont écrits ici, c'est fédérer les actions autour du développement soutenable et notamment en nommant des référents à tous les niveaux, dans toutes les structures de l'université, dans les conseils, les directions, dans tous les laboratoires pour faire de l'action en visant une diminution de leur empreinte écologique, et puis aussi auprès des BDE. Alors, je n'ai pas encore commencé complètement ça, mais donc je me rapprochais avec beaucoup d'intérêt de toutes les organisations, associations étudiantes, et notamment celle de l'agro. Faire collaborer toute la communauté de l'Université Paris-Saclay, et notamment via une démarche participative que nous avons menée pour une remontée de projets et de propositions. Mobiliser la communauté scientifique experte, Thierry l'a dit, il y a de l'expertise à l'université dans le domaine de l'écologie, de la biodiversité et aussi du climat, notamment. Et il faut la mobiliser pour nous accompagner. Échanger et partager sur les enjeux au-delà de l'université, notamment en créant des assemblées pour montrer ce qui peut se faire aux partenaires du territoire, mais aussi en retour répondre à un certain nombre de leurs demandes, et puis faire connaître et reconnaître l'implication de l'Université Paris-Saclay dans le domaine. On commence juste pour faire connaître, c'est un peu l'objectif d'aujourd'hui, mais essayer aussi à l'échelle nationale et internationale de le faire développer. Alors, je terminerai juste en vous disant qu'il y a une charte en ce moment qui est en discussion avec 8 engagements. Je ne vous les donnerai pas encore aujourd'hui parce qu'ils sont présentés au CA de l'Université Paris-Saclay en juillet, avec proposition de le présenter aux autres CA des écoles. Et j'ai l'impression que potentiellement, ça pourrait l'être à AgroParisTech, mais en tout cas, c'est une décision qui sera celle de l'établissement. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Jeanne. On va passer maintenant la parole à la Fondation. Bonjour à tous et merci de cette invitation. Je vais rapidement vous présenter la Fondation et vous montrer en quoi elle peut être un outil qui peut vous être utile. Là, ensuite, la différence entre les étudiants en général et les étudiants d'AgroParisTech, et puis cette synergie avec Saclay. Alors, la Fondation, depuis 2012, sa mission, c'est de soutenir les membres de la communauté au sens large, c'est-à-dire les élèves, les experts, les enseignants, chercheurs, les alumni, les aider à imaginer, à expérimenter des solutions pour justement les transitions dont on parle ce soir, la transition écologique, agricole, alimentaire. Alors, pour pouvoir soutenir, il faut commencer par le nerf de la guerre, avoir de l'argent, des fonds. Donc, la Fondation collecte des financements auprès de donateurs individuels dont la moitié sont des alumni, des entreprises, des associations, des collectivités, voire d'autres fondations. Mais c'est aussi et surtout une boîte à solutions qui est développée en partenariat avec du mécénat de compétences, de la visibilité, le label Fondation qui donne de la crédibilité. Enfin, son statut de fondation reconnue d'utilité publique parle aux parties prenantes et aide la marque AgroParisTech à être reconnue sur cette question d'utilité publique. Alors, tous ces soutiens, où est-ce qu'ils vont? Ils vont aller en réponse à des appels à projets de la Fondation qui sont organisés autour de 3 objectifs: apprendre, s'engager, entreprendre. Cela va se faire sous forme de bourses, de trophées, de remises de prix, mais aussi de boîtes à solutions dont je viens de parler. Ça va aussi aller à des grands programmes structurants qui développent le rayonnement d'AgroParisTech en matière de recherche, d'enseignement et de plaidoyer,
Cette fois, ça va être sous forme de chaire partenariale. Gilles vient de parler de la chaire de comptabilité écologique, mais aussi de MOOC, de financement des InLab, entre autres solutions possibles. Et enfin, à répondre à des situations d'urgence, comme par exemple la première bourse d'urgence Covid-19 qui a été versée dès le 23 mars 2020. En quelques chiffres, en 2020, 200 bénéficiaires ont été aidés via 128 projets, 4 chaires partenariales ont été financées, 2 sont en cours de création, les InLab d'AgroParisTech ont été soutenus, ainsi que le programme de recherche et développement de l'établissement. Maintenant, la particularité des étudiants de l'AgroParisTech, grâce à un travail qui a été fait par le RESES, que vous connaissiez peut-être avant sous le nom de REFED. Donc, il y a eu une interrogation des étudiants au sens large et puis des étudiants d'AgroParisTech. Alors, sur la question du climat, se disent inquiets et angoissés 66% des étudiants en général et 90% des étudiants d'AgroParisTech. Donc là, vraiment une différence notable. Dans les deux cas, ils sont prêts à changer leurs habitudes de vie. Ça va être pour des raisons environnementales dans 32% des étudiants en général et 76% dans le cas des étudiants d'AgroParisTech. Et 40% des étudiants en général souhaitent manger des produits bio et de saison, quand c'est 90% des étudiants AgroParisTech et 20% se disent véganes, là aussi très très largement au-dessus des étudiants généraux, on va dire. Sur la vie sur le campus, est-ce que le sujet développement durable et environnement a été un facteur d'attractivité? Ça a été le cas pour 78% des élèves en général, 90% pour les étudiants d'AgroParisTech, ils ont su tomber au bon endroit. Qui est actif dans la vie sur le campus sur ces sujets-là? Dans les deux cas, les associations d'étudiants sont mises en avant, avec 60% dans le cas des étudiants en général et 10% de plus dans le cas d'AgroParisTech. Une différence qui va plaire aux enseignants-chercheurs, ils sont considérés comme actifs par 6% des étudiants en général et 24% des étudiants d'AgroParisTech. Donc là, la présence et l'implication des enseignants-chercheurs est largement mieux vue au niveau d'AgroParisTech. Dans le cursus, d'un côté comme de l'autre, ils veulent être tous mieux formés aux enjeux environnementaux, aux enjeux de la transition, et ce, quel que soit le cursus, et tous trouvent que ça doit être dans tous les cursus. 50% des étudiants d'AgroParisTech se considèrent comme déjà extrêmement bien formés sur le sujet environnement. Enfin, dans les métiers qu'ils vont choisir, à plus de 90%, d'un côté comme de l'autre, ils considèrent que ces sujets ne sont pas assez pris en compte par les dirigeants d'entreprise. Dans les deux cas, l'impact environnemental de l'entreprise pour laquelle ils vont travailler, la manière dont ces enjeux sont pris en compte, sont importants à plus de 70%. Alors, comment avoir plus d'impact pour la communauté AgroParisTech au sens large? Vous l'avez dit, je le redis très rapidement, la vision systémique, les sciences de la vie, l'excellence académique, ce sont toutes les raisons d'en faire des acteurs de choix pour la transition écologique. Et ça doit beaucoup plus se faire savoir. Il y a un groupe Fierté d'appartenance qui rejoint les alumni, l'établissement et la fondation qui travaille sur ce sujet. C'est comment mieux faire connaître toutes ces particularités d'AgroParisTech et comment c'est vraiment l'école qui va préparer au monde de demain et à la transition. Bien entendu, on vous donnera les résultats. Alors, cette particularité, cette vision systémique, ces sciences du vivant, cette agriculture qui évolue, vous l'avez tous dit, mais qui va faire beaucoup plus que de produire de la nourriture, qui produit de l'énergie, qui devient préservatrice de la biodiversité, séquestratrice de carbone et qui peut redevenir créatrice d'emplois. Eh bien, tout ça, c'est des particularités qui
selon la Fondation, vont être indispensables pour la communauté de Saclay au sens large. Je pense qu'elle a besoin de cette singularité d'AgroParisTech pour en faire un lieu reconnu internationalement pour l'excellence académique des formations des décideurs de demain. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. On va prendre quelques questions. Alors, on a bien sûr quelques minutes de retard, mais pas trop. Donc, on a quand même le temps de prendre quelques questions avant de terminer avec encore nos autres invités. Notamment une question, alors peut-être pour Pascal. Yves, donc, bon, voilà, je te remercie pour le recadrage. Néanmoins, il pense peut-être voilà, que AgroParisTech est trop éloigné des préoccupations des agriculteurs. Est-ce que parler de transition n'est pas une facilité de langage qui fait croire que le rôle des agronomes aurait changé? Ne faut-il pas rappeler le rôle scientifique des agros contre notamment une opinion publique, voilà, parfois qu'il estime en tout cas parfois irrationnelle? Donc, est-ce que peut-être voilà, Gilles ou Pascal voulaient répondre à cette remarque? AgroParisTech est-il trop éloigné des préoccupations des agriculteurs? Moi, je peux en parler, je laisserai Gilles en parler plus techniquement, mais si je veux en parler un peu globalement, enfin, franchement, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'on soit éloigné des questions des agriculteurs. Au contraire, on est au cœur de ces questions. Après, c'est des enjeux de point de vue et de manière d'aborder les sujets. C'est-à-dire que les agriculteurs, ils ont… Enfin, moi, je connais bien je les connais bien, je les côtoie quand même assez régulièrement. Ils ont une entrée qui est une entrée avant tout économique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'agriculture durable sans agriculture viable, si je fais quelques punchlines un peu faciles. C'est-à-dire qu'au fond, on a souvent le sentiment, quand on est du côté du monde agricole, que la lecture est une lecture un peu technique, voire un peu technocratique des sujets, et qu'au fond, la dimension économique est un peu oubliée, alors qu'au fond, elle est centrale effectivement dans le principe de développement durable. Hein. C'est un des piliers du développement durable. Et cette dimension est peut-être quelquefois pas, enfin, cet équilibre est peut-être pas assez suffisamment mis en avant. C'est pas qu'il soit pas pris en compte, mais il est peut-être pas suffisamment mis en avant. Et il y a effectivement une impression de non-compréhension, parce que derrière ces questions, il y a des questions d'équilibre, enfin de revenus. On le voit bien aujourd'hui, les États généraux de l'alimentation au niveau national ont visé à rééquilibrer les rémunérations des uns et des autres au sein des filières agricoles et agroalimentaires. On voit bien toutes les difficultés que nous avons entre le pouvoir d'achat des Français et les enjeux agricoles. On voit bien que le développement du bio aujourd'hui est un enjeu absolument majeur, mais que ce développement du bio, il est confronté, comme tous les systèmes, dès que ça se massifie, à des baisses de prix, à des pressions sur les prix. Et je vous rassure, Michel-Édouard Leclerc n'est pas le dernier à pousser dans ce sens. Et effectivement, aujourd'hui, une partie du bio vient de l'étranger, non seulement parce qu'on n'en produit pas suffisamment, mais aussi parce qu'il est beaucoup moins cher et qu'il est plus facile à écouler, voire non réalisé avec les normes que nous nous imposons nous-mêmes. Donc, il y a des enjeux de mesures miroirs au niveau européen qui sont absolument centrales et de protection du marché européen sur ces questions, notamment d'agriculture durable. Mais cette dimension économique, je pense qu'elle doit être vraiment… non pas, je ne dis pas qu'elle n'est pas traitée, mais je dis qu'optiquement, on a l'impression qu'elle est un petit peu marginalisée. Et je pense que ça contribue à rendre le débat un peu plus compliqué. Et je pense qu'on gagnerait à avoir une sorte d'équilibre des piliers du développement durable, tout en sachant, et je crois que c'est un fait qui est acquis, et moi je l'ai vécu, qui est maintenant irrévocable, cette transition écologique qui est symbolisée par ce thème d'agroécologie, mais qui au fond est un retour de l'agronomie et des principes agronomiques, eh bien, elle est actée. Elle est actée et le cliquet anti-retour, il a été posé. Donc, par contre, c'est la capacité
à la mettre en œuvre, à l'accompagner, à la développer, tout en ayant en face des promesses de montée en gamme et en qualité qui se traduisent par des promesses en termes de revenus. Vous ne pouvez pas demander à des gens de monter en gamme et puis de vouloir payer leurs produits le prix d'un produit classique ou basique. Donc ça, il y a une vraie schizophrénie qu'il faut absolument traiter, qui est absolument centrale si on veut s'inscrire dans la durée, dans des enjeux. Alors, je parle d'agriculture, mais c'est vrai pour tous les secteurs, hein. En tout cas, pour le secteur agricole dont on parle là, je pense que c'est un point qui est essentiel à avoir en tête. Merci Pascal. Je vais repasser la parole à Gilles avec 2 questions de plus qui sont arrivées où je pense que ça peut être intéressant. Notamment une, je pense, qui est très intéressante pour Gilles, notamment d'ancienne de l'ENSIA, qui quid de la place de l'agroalimentaire dans l'AgroParisTech de demain. C'est vrai qu'on n'en parle pas trop, donc ça c'est une question pour une ancienne l'ENSIA très précise. Et puis une autre, comment justement les enseignements, alors ça va être difficile d'être synthétique, mais c'est l'heure où il faut l'être, quelle évolution concrète des enseignements d'AgroParisTech pour justement accompagner les étudiants à cette transition? Voilà, 2 questions, Gilles, l'agroalimentaire et l'évolution des enseignements. Ouais, je vais dire un petit mot sur la question précédente. Sauf erreur de ma part, il doit y avoir à peu près 6% des alumni qui sont dans l'agriculture production primaire. Vous vérifierez les chiffres, mais c'est ça. En valeur moyenne, on a à peu près 6% des élèves qui vont en production primaire. L'année dernière, c'est un peu plus de 14%. Donc, raisonnons-le, est-ce que c'est une tendance? Voilà, on verra sur les années, parce qu'il ne faut pas regarder un spot d'une année. Sinon, à peu près 70% des élèves sont dans l'agriculture et l'aval de l'agriculture. Voilà. Les autres, ils vont être dans le conseil. On a toujours à peu près 15% d'élèves qui se placent dans le conseil en premier emploi. À égalité avec le conseil, et c'est la transition avec la deuxième question, 15% des élèves vont dans l'industrie alimentaire. Si on prenait les industries de l'alimentation vu le sens large, on irait un peu au-delà de ces 15%, sans doute 20%. Donc cette dimension du monde de la transformation reste extrêmement présent, avec une ouverture qui est au-delà de la dimension uniquement agroalimentaire et alimentation, parce qu'on a une ouverture de plus en plus grande sur la bioéconomie et le fait de fournir à partir de l'agriculture et de ses coproduits aussi des ressources qui sont concurrentes du carbone fossile. Donc on perd pas pied là-dessus et ça reste important. Après, comment les enseignements évoluent? D'abord, ils évoluent parce que dans la manière d'apporter les éléments, ils évoluent parce que dès le départ dans la formation, les étudiants sont interrogés sur leur réflexion sur les enjeux et les défis face auxquels ils se trouvent. Ils évoluent parce qu'il y a de plus en plus de projets et que le terrain reste je devrais dire reste et devra rester une valeur essentielle dans la formation. Et donc cette confrontation, elle continue à être importante. AgroParisTech, c'est 1800 stages obligatoires par an. Donc c'est une présence des étudiants très importante. Et puis je l'ai dit tout à l'heure, de plus en plus de personnalisation, d'accompagnement par rapport à ce qu'un étudiant va faire. Alors moins en première année qu'en deuxième année, moins en deuxième année qu'en troisième année, mais il y a des évolutions pédagogiques importantes, certes chahutées par cette année Covid, mais qui restent dans les fondamentaux et les déterminants de la formation AgroParisTech. Merci. Alors, est-ce qu'on prend encore une autre question et après on va laisser la parole à Cécile et Gilles qu'on va laisser présenter. Je regarde juste ou s'il y a d'autres personnes qui veulent parmi les intervenants reprendre la parole ou compléter. Allez-y. Je crois avoir vu une question demandant ce que j'entendais par soutenabilité. Enfin, je crois avoir vu ça et je pense que ça peut être intéressant de revenir là-dessus. En quelques mots, je pense que les éléments, les objectifs sociaux qui, d'une certaine manière, qu'on rencontre dans les ODD, qui sont les éléments essentiels d'une vie digne, ces éléments-là, c'est simplement les normes et les lois internationales de 1948 en matière de droits humains, et on trouve notamment là-dedans l'accès à la nourriture, à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation. Et les objectifs économiques à long terme, comme ceux
de durabilité des entreprises comme celles qui ont été évoquées par Pascal Vinet tout à l'heure, me semble conditionnée par en fait l'assurance d'avoir des environnements viables et adaptatifs vis-à-vis des changements globaux. Et donc, c'est un peu comme ça que je vois les choses quand je parle de soutenabilité. Donc, c'est une autre manière d'envisager ces piliers, sachant que le vivant, sur lequel on s'appuie, a besoin de garder ses capacités d'évolution et d'adaptation pour pouvoir justement contribuer à ces objectifs sociaux et d'équité sociale. Voilà. Si ça peut éclairer un petit peu ce que j'entendais par la soutenabilité. Merci beaucoup. Alors, malheureusement, comme prévu, le temps voilà, est juste. Alors, on va, pour laisser bien sa place à tout le monde, un grand merci aux intervenants et puis notre présidente conclura l'Assemblée générale en vous remerciant de manière plus spécifique sur tous nos échanges. Mais on a voulu aussi pour voilà, cette fin d'Assemblée générale grâce à l'idée d'une de nos administratrices qui va se présenter, qui est elle-même agricultrice, et on a voulu participer et associer l'association AgroParisTech Alumni à quelque chose de très concret qui est un rendez-vous dans un mois, qui sont les Journées nationales de l'agriculture. Donc on va laisser quelques temps la parole à Gilles Maréchal, qui est directeur d'Agri-Demain, et donc à Cécile Vidal, qui est une alumni et qui est une membre de notre conseil d'administration. Voilà, Gilles et Cécile, c'est à vous. Merci, bonsoir, vous m'entendez bien? Parfaitement. Merci vraiment de me donner la parole. Donc, je suis Gilles Maréchal, directeur de l'association Agri-Demain. Cécile, tu m'interromps quand tu veux, bien sûr. En 2 mots, Agri-Demain, c'est une association qui a pour objectif d'améliorer l'image de l'agriculture dans le grand public. L'image de l'agriculture, vous le savez, vous venez indirectement d'en parler. Les Français adorent les agriculteurs, 80% d'opinion positive à tous les sondages, mais méconnaissent l'agriculture. Dès qu'on parle de l'ensemble de l'agriculture, c'est pour eux une boîte noire. Et donc, notre modeste ambition, c'est d'essayer d'ouvrir la boîte en racontant des histoires par le biais d'agriculteurs que l'on nomme nos ambassadeurs, et nous en avons 350 sur le territoire, comme Cécile se présentera, c'est une ambassadrice Agri-Demain, et ce sont eux qui font le travail, puisque essentiellement, en fonction de l'exploitation qu'ils ont, les productions qu'ils font, etc., ils racontent l'histoire de leur exploitation, de leur production, etc. Donc nous, au niveau d'Agri-Demain, on se contente de faire, c'est de proposer des événements aux ambassadeurs, et en fonction de leur histoire personnelle, de leur production, de leur passion, ils disent ça m'intéresse ou pas, cet événement, je m'y raccroche et je vais le relayer au niveau de mon exploitation et de mon vécu. Par exemple, on leur a proposé de faire des fêtes des moissons. Les agriculteurs sont de plus en plus isolés dans les endroits où ils travaillent, dans les villages où ils travaillent. Et l'idée, c'est tout simplement, en fonction des travaux qui perturbent les gens qui y habitent, c'est d'ouvrir l'exploitation à la fin des travaux. Et avec un tracteur d'un côté, une moisse-batte, un tréteau, on offre un verre et on propose de retrouver le dialogue, de se reconnecter avec les voisins, avec les gens qui travaillent dans l'exploitation. Si on est pendant les vacances, eh bien avec les touristes. Deuxième événement, c'est par exemple une table d'hôte que l'on fait au moment du Salon de l'agriculture, où les ambassadeurs agriculteurs amènent leurs produits. Et puis, pour toucher le grand public, nous avons travaillé, nous sommes associés avec l'association des chefs Eurotoc que préside Guillaume Gomez. Donc, les chefs transforment la production amenée par les agriculteurs et ensuite, autour d'une grande table, on discute, les agriculteurs présentent leur production et le chef dit, à partir de la production, voilà les produits que j'ai faits. Et il y a toute une discussion qui s'instaure depuis la production jusqu'au consommateur. Et dernier événement, les Journées nationales de l'agriculture. Et je vous remercie encore une fois d'aborder ce thème-là. Eh bien, parce que nous constatons que, ça fait 2 ans qu'on travaille sur cette opération, cet événement. On constate que cet événement existe à peu près partout dans le monde et que même en Europe, même dans les pays où il n'y a pas une connotation agricole importante. Et donc, on a proposé de travailler sur cet événement en rebond du Salon de l'agriculture. Les Français vont à la plus grande ferme du monde une fois par an. Bon, il n'y en a pas cette année, on le regrette tous. Et donc, d'avoir un événement où là, quel que soit l'endroit où habitent les Français, on leur propose de venir découvrir la réalité de l'agriculture, mais pas que dans les exploitations, dans tout l'écosystème agricole.
Et d'ailleurs, peut-être que AgroParisTech pourrait ouvrir, on y reviendra si on a 2 secondes pour en parler. Il va y avoir une usine de tracteurs qui va ouvrir, une station de semences. Donc voilà, on a fait une lettre ouverte au président de la République pour lui dire, Monsieur le Président, vous soulevez pendant notamment le confinement le fait que l'agroalimentaire et le système agricole a tenu. Eh bien, chiche, nous proposons d'ouvrir et de faire une journée nationale de l'agriculture. Est-ce que vous trouvez l'idée intéressante? Il nous a répondu en proposant à ce que ce soit le ministre qui travaille sur ce projet. Nous avons fait cette lettre ouverte au journal du dimanche et à la suite de ça, la plateforme make.org nous a contactés et de cette plateforme qui pousse des causes citoyennes et elle avait le même projet que nous qui était l'ouverture d'une journée nationale du patrimoine agricole et agroalimentaire. On s'est associés et donc effectivement les journées nationales de l'agriculture pour la première fois auront lieu à la fin du mois prochain. Je vais laisser la parole à Cécile pour dire pourquoi pour un agriculteur ou une agricultrice c'est intéressant d'aller sur un tel événement. Ouais, super Gilles. Merci beaucoup d'être là avec nous. Bienvenue dans le monde des agros. Et tous les agros qui sont là ce soir, vraiment ces journées, c'est pour nous, ce sont nos journées. Qui mieux que les agros peuvent soutenir l'agriculture aujourd'hui? Il y a beaucoup d'intervenants qui en ont parlé. Nous avons le recul, nous avons la technicité, nous avons la capacité d'analyse, les connaissances. Donc, le monde agricole a besoin de nous aujourd'hui. Moi, s'il me reste 1 minute, ça sera pour lancer un appel à ceux qui sont avec nous ce soir, de vous associer à ces journées nationales de l'agriculture en tant que citoyen, en tant que professionnel, en tant qu'ingénieur agro. L'agriculture, on l'a tous chevillé au corps. C'est notre passion, la nature, la biodiversité. Donc, le geste symbolique qu'on peut faire aujourd'hui, c'est de soutenir ces journées nationales de l'agriculture. Vous pouvez le faire via les réseaux sociaux. Et bien sûr, vous pouvez surtout participer. Vous avez là sur l'écran 2 exemples. Évidemment, ce qui va se passer sur ma ferme, au fin fond de la Charente, où on va faire déguster notre huile de noix. Et puis, vous voyez que la ferme de Grignon, qui justement pour nous est aussi très importante, ouvre ses portes aussi le 20 juin pour une fête du mouton avec barbecue, je crois qu'il y a une transhumance, enfin plein de trucs sympas. Donc il y a 700 événements en France, vous allez forcément en trouver un près de chez vous. Donc moi je vous incite à visiter le site, à vous inscrire et puis tout au long de l'année de soutenir les projets des agriculteurs autour de vous. Renseignez-vous sur Agri-Demain, même si vous n'êtes pas agriculteur. C'est un très chouette collectif et je pense que les agros et ce collectif d'agriculteurs innovants, communicants et positifs ont beaucoup de choses à se dire. Donc, merci beaucoup à l'AG, à Anne et Amanda de nous avoir donné la parole. C'était vraiment important pour nous de faire passer ce message. Et puis, merci d'être tous aussi actifs dans cette association, tellement utile, tellement dynamique, qu'il faut, il faut qu'elle continue d'innover et de se développer grâce à tous les jeunes diplômés qui ne vont pas manquer de nous rejoindre. Donc, très bonne soirée à tous. Donc, on ne peut pas forcément prendre l'apéro ensemble, mais moi, je vais commencer sans vous parce qu'on n'a pas de buffet pour cet AG. Donc, voilà, je prendrai un petit verre en pensant à vous tous. Merci encore. On le fera bientôt. Merci beaucoup Cécile. Oui, Cécile est une des nouvelles administratrices du groupe de travail adhésion très motivé. Il faut rejoindre l'association. Merci. On est à fond. On est à fond. Très dynamique chez Agri-Demain aussi. Merci. Alors, on a juste un peu plus quelques minutes de retard. Donc, Anne, c'est à toi, sans plus attendre pour conclure si vous permettez, j'avais juste une petite proposition, puisque vous avez vu, c'est sur le modèle des journées du patrimoine, s'il était possible que le toit de AgroParisTech puisse ouvrir, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'événements à Paris, et comme je fais de l'agriculture urbaine à titre personnel aussi, si c'est possible, voilà, ça serait super. Je vais regarder. Merci. Le contact est fait, Gilles. Merci beaucoup. Entre Gilles. Anne, c'est à toi pour le dernier mot. Bon, mais merci à toutes et tous. J'avoue être extrêmement émue de ce que je viens d'entendre. J'ai un mélange de vision, de réalisme, de choses concrètes, des espoirs et du rappel au réalisme aussi, là encore. La prise de conscience que, de Saclay, c'est aussi un territoire. Et bien voilà, tant mieux. On va s'en servir. Écoutez, moi, quand j'entends tout ça, j'ai l'impression d'avoir 25 ans
Et avec toutes ces peurs qu'on a évoquées, toutes ces inquiétudes, toutes ces difficultés que vivent nos agriculteurs, alors là, bravo à eux de nous proposer de faire la fête et à un moment où on en a bien besoin, quand on sait comment leurs métiers sont durs. Et en même temps, mais tout ça, je dirais, enfin, ça me donne envie d'avenir. Je crois qu'on a largement montré un petit échantillon ce soir de tout ce qu'on peut faire ensemble, des outils qu'on a et surtout de nos valeurs, des êtres humains qu'on est, du groupe qu'on est. Waouh! Eh bien, écoutez, c'est le début. Le combat continue. Merci. Merci. Et merci quand même à notre équipe et à tous les bénévoles qui ont permis de tenir cette assemblée générale sans la repousser et dans des conditions, là encore, difficiles, mais avec un résultat, je pense, proche de la perfection. Bravo. Merci à tous et à toutes d'avoir participé. C'est promis, on répondra à toutes les questions auxquelles on n'a pas pu répondre. Merci de votre patience. Et puis voilà, on vous attend tous et toutes pour étudiants, voilà, membres administratifs aussi de l'école, les professeurs, les administrateurs aussi de notre association et tous les alumni pour voilà, travailler avec nous. On va laisser tranquillement tout le monde se déconnecter. Très bonne soirée à tous et à toutes.